Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Commençons par les audiences du chef de l'État. La présidente de l'université féminine de Sok Myung à Séoul en Corée du Sud a été reçue hier vendredi en fin d'après-midi par le président de la République Alassane Ouattara. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La 6e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et ou de la formation professionnelle de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, s'est ouverte hier vendredi à Abidjan, Cocody. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présidé cette cérémonie importante pour la recherche de solutions face à la problématique de l'emploi jeune dans cet espace sous-régional. Les différents ministres et participants veulent désormais passer à la vitesse supérieure pour juguler le chômage dans l'espace UEMOA. Reportage Michel Digré. Passer de la concertation à l'action pour booster l'emploi jeune dans les États membres de l'UEMOA, tel est l'enjeu de cette 6e conférence du cadre de concertation des ministres en charge de l'emploi et ou de la formation professionnelle de l'espace sous-régional. Pour nous, le secteur privé doit tirer l'emploi, mais tout seul, il ne pourra pas. Ensemble, on s'est accordé sur les métiers de demain, c'est-à-dire quelle vont être la demande en offre d'emploi dans les années à venir. Et c'est pour cela que dans les filières, les 16 filières que nous avons retenues, nous sommes convaincus que l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'enseignement général doivent voir quels sont, dans leurs différents programmes à enseigner, si on peut tirer une partie justement de ces métiers-là pour commencer à préparer les jeunes, n'est-ce pas, à demain et donc en emploi. Un plombier dans la hiérarchie économique américaine, un plombier fait partie de la classe moyenne parce que c'est un métier qui rapporte, c'est un métier dont on peut vivre confortablement et c'est cette image de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qu'il faut améliorer pour que ceux qui ont des talents puissent s'y engager sans se poser des questions, qu'on ne soit pas obligé d'y amener seulement ceux qu'on ne peut pas envoyer ailleurs. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, il est plus qu'urgent de privilégier l'adéquation formation-emploi. Les évolutions donc techniques et technologiques vont nécessiter des adaptations dans la pratique des métiers. Dans un tel environnement, c'est par une réforme appropriée, des programmes de formation prenant dûment en compte ces évolutions techniques et technologiques que pourra se réaliser l'employabilité des diplômés. Il s'agit en effet de promouvoir une formation initiale qui répond aux besoins des entreprises. Faire de l'emploi et de la formation professionnelle une priorité pour les gouvernements de l'espace UEMOA, c'est ce à quoi se sont engagés les participants à cette rencontre de haut niveau. Un impératif pour juguler le chômage dans la sous-région. Intéressons-nous à présent aux activités de la première dame de Côte d'Ivoire à l'occasion de son séjour en France. 24 heures après avoir visité le musée du Quai Branly où l'on expose depuis le 14 avril dernier des œuvres culturelles ivoiriennes, Dominique Ouattara s'est rendu ce jeudi 2 juillet au siège de l'UNESCO à Paris. Elle y a pris part à l'exposition internationale d'art contemporain, l'art pour la paix 2015. En tant que marraine. Jérôme Kofi-Abola. L'art pour la paix 2015, l'exposition internationale d'art contemporain qui est à sa 2e édition cette année a eu pour thème la femme et la paix. La première dame de Côte d'Ivoire, en sa qualité de marraine, avait à ses côtés plusieurs personnalités ivoiriennes, notamment le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et des membres du gouvernement. À cette exposition, 28 artistes, dont 14 Ivoiriens, étaient en vedette. La directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokoba, a saisi l'occasion pour rappeler l'importance de la culture comme facteur de cohésion sociale. Pour elle, l'art contribue à la promotion des valeurs positives de créativité et de dépassement de soi. Marraine de l'événement, la première dame de Côte d'Ivoire a salué la pertinence du thème qui rend hommage aux femmes. Je me réjouis que le thème « La femme et la paix » ait été retenu cette année car il met en exergue le rôle prépondérant des femmes pour la promotion de la paix. Et je note avec satisfaction une présence significative
de nos sœurs peintres à cette exposition, signe évident de leur intérêt à ce thème qui nous est cher. Avant de participer à cette exposition, la première dame de Côte d'Ivoire a par ailleurs visité le musée du Quai Branly, un musée qui depuis le 14 avril 2015 expose sur les œuvres des maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire. Une occasion pour Dominique Ouattara de passer en revue les 300 pièces exposées. Il s'agit des chefs-d'œuvre Sénoufo, Lobi, Gouro, Dan et des peuples de la Lagune. La première dame a dit être fière de la richesse culturelle de la Côte d'Ivoire. En consacrant cette exposition à la sculpture ivoirienne du 19e et du 20e siècle, à laquelle se sont joints de jeunes sculpteurs ivoiriens contemporains, le musée du Quai Branly rend un hommage saisissant à l'art de notre pays. C'est pourquoi je félicite les initiateurs de cette exposition. En tant que première dame de Côte d'Ivoire, je voudrais exprimer ma fierté et ma joie de voir notre pays célébré et admiré pour son art et sa culture. Environ 1 heure d'horloge, c'est le temps de cette visite. Très émerveillé par ses œuvres made in Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, avant de quitter le musée du Quai Branly, a émis le vœu de voir se tenir cette exposition en terre ivoirienne. Les représentants du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire ont échangé hier vendredi avec le ministre des Ressources animales, Kobenan Kwasi Adjoumani. La rencontre avait pour but d'échanger des informations sur les actions en cours en vue de lutter efficacement contre la grippe aviaire dont un foyer a été déclaré récemment à Bouaké. Souhaité par le groupe de représentants du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire et voulu par le ministre des Ressources animales et halieutiques, la rencontre sur la lutte contre la grippe aviaire s'est tenue ce vendredi 3 juillet. Pour le groupe conduit par Germain Da Silva, représentant de la FAO, si les actions du gouvernement sont appréciables dans la lutte, il importe que les partenaires techniques et financiers soient mieux informés, surtout sur les actions prioritaires pour apporter leur aide. Tous les partenaires ici présents ont à cœur de travailler avec les gouvernements pour éviter des pertes économiques très importantes si rien n'est fait maintenant. Il y a 100 000 dollars qui sont déjà débloqués et dans quelques semaines, toujours au niveau de la FAO, il y aura entre 400 et 500 000 dollars pour appuyer les efforts de la DSV et du ministère. Et puis, la BAD a annoncé la possibilité de débloquer 1 million de dollars. Kobenan Kwasi Adjoumani, au nom du gouvernement, s'est dit heureux de recevoir une telle rencontre. Lutter efficacement contre la propagation de la maladie qui a été déclarée et que nous tâchons de maîtriser. Ensuite, mettre en place une équipe tournante pour veiller à la sécurité sanitaire des marchés de volailles. Nous avons des équipes sur le terrain et ce sont toutes ces informations que nous avons portées à la connaissance donc, de nos partenaires techniques et financiers qui se sont engagés à nous aider. 36 milliards de francs CFA de pertes. C'est ce que le pays a enregistré en 2006 avec l'apparition de l'épidémie de la grippe aviaire. En sollicitant ses partenaires, le gouvernement veut adopter cette fois une approche d'anticipation. Reportage signé Thomas Guessambi. La Côte d'Ivoire, premier exportateur de noix brutes de cajou, veut corriger cette perte en valeur ajoutée pour son économie. La stratégie adoptée en 2013 pour booster la transformation de l'ordre de 6% aujourd'hui, de l'ordre de 35%, voire 100% en 2020, est lancée hier vendredi. Cette cérémonie a mobilisé acteurs et partenaires au développement comme pour appuyer l'initiative. On en parle avec Noël Niagno. L'ANACAD, la production nationale a connu une croissance exponentielle de 2000 à ce jour. Ce sont 3000 tonnes en 2000, 45 000 en 2012, 550 000 en 2014.
90% de cette production est exportée sous forme de noix brutes vers les pays leaders de la transformation, l'Inde, le Vietnam, le Brésil. Conséquence, la Côte d'Ivoire, premier pays exportateur au monde, tire très peu de valeur ajoutée de sa production d'anacarde. Voilà qui décide le gouvernement ivoirien à adopter en décembre 2013 le programme de développement de la transformation de l'anacarde avec comme stratégie atteindre un taux de transformation d'environ 35% en 2016, 100% 4 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020. Cette stratégie entre officiellement dans la phase d'appui direct aux entreprises depuis ce vendredi. L'accompagnement que nous faisons directement aux entreprises, lequel accompagnement doit permettre aux entreprises de renforcer leurs capacités dans différents domaines. Nous avons constaté que les entreprises avaient des difficultés pour choisir les technologies les plus adaptées à l'activité. Nous avons constaté qu'elles avaient du mal à accéder aux différents marchés. Il s'agit de les aider à élaborer des outils et à élaborer un ensemble de documents qui leur permettent de vendre leurs produits, de les mettre en rapport avec les acheteurs et de faire en sorte que ces entreprises puissent effectivement écouler leurs marchandises. Les transformateurs locaux saluent l'initiative des pouvoirs publics pour la pertinence de cette action. Quand on vient dans nos entreprises pour analyser, voir nos forces et nos faiblesses et améliorer nos faiblesses, c'est tout un bénéfice pour nous rendre plus compétitifs. Quand on essaie d'accréditer des laboratoires pour que nos produits soient de meilleure qualité et acceptés à l'international, c'est tout un bénéfice pour nous. Quand on vient faire de la formation pour nos techniciens, pour qu'ils connaissent mieux nos process, c'est tout un bénéfice pour nous. En tout cas, nous comptons nous inscrire dans les objectifs du ministère, c'est-à-dire assurer le succès de cette opération. La phase d'appui ainsi lancée va comprendre les visites d'entreprises et autres activités visant à rendre aux transformateurs locaux toute la capacité d'action en vue d'atteindre les objectifs visés, améliorer sensiblement le taux de transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu hier après-midi les représentants de la communauté villageoise d'Akwedo. Les échanges ont porté sur les questions liées à la purge des droits coutumiers de la décharge publique d'Akwedo et bien sûr sa modernisation. Abou Sanogo. La chefferie traditionnelle et la jeunesse du village d'Akwedo, reçue par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une rencontre qui s'inscrit dans le prolongement de celle qui avait abouti à la réouverture de la décharge publique d'Akwedo le jeudi dernier. Le président de la jeunesse du village d'Akwedo a remercié le président de la République Alassane Ouattara pour son implication dans la recherche d'une solution définitive aux préoccupations des populations d'Akwedo. Notre cri de cœur a été entendu par M. le Président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Akwedo est hissé donc au plus haut niveau de l'État. Nous pensons que nos problèmes ont été compris et que des incidents du genre que nous avons connus la semaine dernière ne se verront plus parce que l'État a pris en main l'épineux dossier de la décharge d'Akwedo. Le ministre d'État Ahmed Bakayoko a promis d'examiner toutes les doléances et a marqué la disponibilité du gouvernement et du chef de l'État Alassane Ouattara. Pour rappel, le ministre d'État Ahmed Bakayoko, lors de son déplacement dans le village d'Akwedo, avait promis de poursuivre le dialogue afin de trouver des solutions aux préoccupations de la communauté villageoise qui abrite la décharge publique d'Akwedo depuis 1965. Hors de chez nous, les Grecs sont appelés aux urnes demain dimanche. Ils devront se prononcer sur les nouvelles mesures de sauvetage proposées par les créanciers. Les avis sont partagés dans les rues d'Athènes. Le Premier ministre Alexis Tsipras a encore appelé ce vendredi ses compatriotes à voter non. On en parle avec Sylvie Touré. Dans le camion qui transporte les urnes, Giorgio ne cache pas sa rage. Je ne veux personne, je veux être indépendant. Qu'est-ce qu'ils nous font? Est-ce qu'ils sont en train de jouer avec nous? Qu'est-ce qu'ils veulent? Non à tout. Nous devons avoir notre propre monnaie, notre propre gouvernement. Les Grecs sont appelés à se prononcer ce dimanche en faveur ou non du plan d'aide proposé par les créanciers d'Athènes. Dans les rues, le vote a déjà commencé. Je suis avec l'Europe. Je vote oui dans l'euro. La question n'est pas de savoir si on continue dans l'euro ou dans l'Europe, mais de changer la situation économique de la Grèce. Personnellement, je vote non. Si le non passe, on perdra nos emplois, on perdra tout. Difficile de départager le peuple, même les sondages se contredisent sur l'issue du référendum.
Le Premier ministre Alexis Tsipras a encore appelé ses compatriotes ce vendredi à vaincre la peur et à voter non. Mais selon les créanciers, une telle issue risque de pousser la Grèce dans le gouffre. Fin de ce journal, à suivre, Matin Bonheur avec Christelle Melech.